Bonjour et bienvenue dans votre émission Mandarin TV Débat. Début juillet, le magazine économique Challenge a publié un numéro spécial sur la Chine, intitulé « Chine. Elle nous fascine et nous fait mal ». C'est un numéro très dense qui comporte 3 parties. Les zones de tension, la grande mutation intérieure, grandeur et dérapage industriel. Avec Gilles Fontaine, rédacteur en chef de Challenge et co-auteur avec Éric Scholl du livre « Il est midi à Pékin », nous discutons aujourd'hui de la deuxième partie, la grande mutation intérieure. En fait, dans ce numéro, vous avez réalisé un reportage très axé sur la consommation en Chine. Quelles sont, selon vous, les nouvelles tendances de consommation en Chine, notamment depuis la crise sanitaire ? On a envoyé on a un correspondant envoyé spécial qui est quelqu'un de très très bien et qui connaît bien le pays, qui s'appelle Pierre Thyssen, et qui lui a eu plusieurs idées, mais qui voulait surtout. Alors, on a eu plusieurs idées. D'abord de parler du consommateur chinois lui-même et de sa frénésie d'achat, comme on a pu le voir, je pense, peut-être dans les années 50 en Europe, par exemple, ou quelque chose c'est un phénomène totalement nouveau. Mais ce qui est intéressant quand vous interrogez certains entrepreneurs ou certaines personnes qui sont installées là-bas, c'est que en fait, ces grands magasins, ces grands malls, comme on dit, n'existaient pas. En Chine, il y a encore même une vingtaine d'années, on n'en trouvait pas beaucoup, ça s'est arrivé très vite. En même temps, il y a une classe moyenne avec un pouvoir d'achat un peu plus important. Enfin, c'est vrai que le PIB a augmenté en Chine de façon absolument exponentielle depuis 15-20 ans. Voilà. C'est encore en dessous, c'est encore, je crois, 4 fois moins que la France, puis par habitant, et puis encore moins que les États-Unis. Mais c'est quand même, ça devient quand même très important. Et donc, cette classe moyenne a une vraie frénésie, une envie de consommer, d'avoir sa maison, d'avoir des produits de beauté, d'avoir des appareils électroniques, un bel écran de télé, un téléphone de dernière génération, etc. Et c'est vrai que là-dessus, en tout cas, des marques, alors on l'avait dit dans notre émission précédente, mais c'est vrai que ça se fait toujours sous certaines conditions, mais il y a Apple, par exemple, à un moment donné, a beaucoup profité de cette... un peu moins maintenant, parce qu'ils ont été un petit peu... victimes de la contre-victime des sanctions américaines, puisqu'ils ont été, je crois, un petit peu boycottés aussi en Chine, d'autant plus qu'il y a aujourd'hui de très belles marques d'électronique et de téléphonie en Chine. Mais en tout cas, ce consommateur chinois, il existe. Donc on raconte un petit peu on essaie de dresser un petit peu son portrait robot. Voilà, justement, c'est quoi le portrait robot ? Et ce qui intéresse beaucoup les marques, en tout cas européennes ou américaines, c'est le jeune consommateur chinois. Voilà, c'est, je crois, entre 15 et 34 ans, c'est-à-dire vraiment des gens des jeunes qui n'ont connu pratiquement que cette Chine-là, c'est-à-dire la Chine avec un marché ouvert, la Chine de la consommation. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a notamment un expert qui nous dit c'est pas la peine de faire une publicité à la télévision pour ces jeunes-là. Cyril Drouin, c'est ça oui, je crois, c'est ça. Cyril Drouin, oui. Qui dit, voilà, en fait, j'ai eu l'occasion de l'interviewer aussi. Voilà, et il dit, et du coup, nous, Européens, on apprend aussi beaucoup de ces modes de consommation parce qu'on a l'impression finalement que le consommateur chinois est presque en avance dans ces modes de consommation sur le consommateur européen. Le consommateur français, il s'est mis maintenant à acheter un peu plus en ligne, à acheter avec son smartphone, à faire beaucoup de choses avec son smartphone. Moi aussi, j'ai cette impression-là. Voilà. Du moins, dans le domaine de la consommation, la Chine a commencé à, on va dire, je ne dirais pas montrer la voie, mais faire connaître sa façon de faire, à tel point que cette façon de faire devient influente
Oui, c'est marrant. Et, l'achat en ligne, enfin voilà, l'idée de payer avec son smartphone qui maintenant commence à se généraliser quand même pas mal aussi en France, mais ça ça vient c'est depuis 1 an ou 2, alors qu'en Chine c'est beaucoup plus répandu. Et alors ça c'est pas tout à fait dans notre dossier, même si je pense qu'on l'évoque un petit peu, mais même dans la façon aujourd'hui dont les autorités à Pékin essayent de contrôler un peu mieux leurs géants technologiques, ce que les Américains n'ont pas vraiment réussi à faire et les Européens non plus. C'est assez intéressant. Enfin, pour être même un peu cynique, on pourrait dire qu'il faudrait prendre presque exemple sur ce qui se passe actuellement, où c'est vrai qu'on voit que des très très grands groupes comme Alibaba, comme Tencent, etc. sont aujourd'hui beaucoup plus encadrés qu'ils ne l'étaient auparavant, parce que, mais là aussi, on a l'impression que ça fait partie du modèle chinois. On crée, on laisse grandir, et ensuite on régule et on contrôle. Voilà. Et aux États-Unis, on crée, on laisse grandir, et après on laisse les choses hors de contrôle. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, finalement, on finit par un peu encadrer ces géants-là aux États-Unis. Hein. Mais c'est vrai que souvent, on l'a vu, comme un Microsoft à l'époque, un Google aujourd'hui, détruisent énormément de valeur aussi parce qu'il n'y a plus beaucoup de concurrence autour. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas trop où veut aller exactement le gouvernement chinois sur ce plan-là. Mais en tout cas, voilà. Donc, il y a une volonté de protéger aussi son consommateur. Ce qui est intéressant, c'est que alors, la notion de protéger le consommateur, elle existe évidemment beaucoup en Europe et aussi aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y avait aussi la volonté de protéger ces géants technologiques, que ce soit Amazon, que ce soit voilà, d'avoir un numéro 1 mondial à chaque fois dans ces sphères-là. La Chine dit OK, c'est très bien d'avoir des champions technologiques, voilà. Mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment du consommateur. Parce que c'est un peu intéressé aussi, parce que voilà, Pékin veut quand même que ce soit à la fin quand même le gouvernement qui décide et pas ces géants technologiques comme ça se fait souvent ailleurs, hein, puisque la vocation, enfin les raisons d'être aussi de ces géants, c'est de franchir en permanence la ligne blanche, d'être toujours un petit peu entre la légalité et l'illégalité. En face, le rôle de l'État, c'est de réguler le marché. C'est même une idée économiste européenne. Oui. Voilà, alors ça, il y a un grand débat. Il y a un grand débat. J'ai encore animé une conférence là-dessus il n'y a pas très longtemps entre voilà, Thierry Breton qui considère que voilà, son boulot, c'est quand même à la fin de réguler et les libéraux américains qui disent les choses vont se réguler par elles-mêmes et on n'a pas besoin que l'État mette son nez là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est 2 points de vue très différents. Mais pour en revenir, je ne pense pas que ce soit contradictoire. Hein. Non. Enfin, le rôle de régulateur. Oui, non, bien sûr. C'est un vrai débat d'économistes. Hein, donc je ne veux pas rentrer là, surtout que c'est pas notre sujet. Le sujet, c'est le consommateur. Donc on a parlé de ce nouveau consommateur chinois et en même temps, finalement. Voilà, est-ce qu'il est assez responsable? Peut-être, oui, je pense. Enfin, et puis, l'autre sujet que je trouvais intéressant, c'était le nouveau triangle des consommateurs chinois. C'est ça, tout à fait, le nouveau triangle. J'espère que ça vous a intéressé autant que moi. Tout à fait, ça m'a beaucoup intéressé parce que... C'est vrai que c'est vraiment maintenant, c'est la Chine du milieu. Hein, c'est entre Hangzhou... Le milieu, c'est plus le Grand Ouest, là. Oui, c'est ça. C'est le Far Comme la Chine West, est très étendue, voilà. Mais c'est vrai que pendant longtemps, la croissance chinoise, elle s'est opérée sur la façade est.
il y a eu là aussi, de façon très pragmatique et un peu autoritaire, les autorités chinoises ont décidé de pousser les entreprises et aussi, notamment les investisseurs étrangers vers l'Ouest. J'avais rencontré, moi, il y a effectivement des années de ça, des responsables de Carrefour, du groupe Carrefour français, qui étaient depuis très longtemps en Chine et qui, effectivement, avaient ouvert ses premiers magasins à Shanghai, à Pékin, etc. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, est parti un peu à la conquête de l'Ouest. Enfin, c'est cette grande politique du Go West. C'est ça. Et aujourd'hui, entre Lanzhou, Chengdu et Chongqing, il y a effectivement cet énorme bassin de population. Et c'est un peu, c'est d'ailleurs pas un peu, c'est la porte occidentale de la Chine sur presque, j'allais dire, sur le reste du monde. Enfin, puisque maintenant, une partie les routes de la soie passent par là. Hein. Je crois que Chongqing, c'est le kilomètre zéro des nouvelles routes de la soie. Et on a vu... c'est un très beau papier, je pense. Et on a vu effectivement ces villes qui s'érigent un petit peu en modèle, qui peut-être se font un petit peu la concurrence aussi entre elles, avec un accent assez technologique. Hein. Chengdu est devenu un petit peu une vitrine technologique de la Chine. Après aussi. Shenzhen. Après Shenzhen. Et les grands groupes américains, comme je me souviens que Intel, il y a très longtemps, avait déjà ouvert des usines là-bas. Donc ça fait aussi partie, je pense, de cette nouvelle Chine dont on parle beaucoup. Et vous disiez qu'on connaît assez mal, justement, les Français savent probablement assez mal ce qui se passe réellement en Chine, la situation d'un Chinois moyen. C'est un petit peu à travers ce papier qui ne fait malheureusement que 2 pages. C'est un peu ce qu'on a voulu raconter dans cette... Peut-être que vous allez continuer. Surtout, à titre personnel, moi je pense que ça aurait été plus intéressant encore si dans votre papier, dans le même, vous fassiez un petit reportage sur comment la France peut en tirer profit. C'est beaucoup plus intéressant encore, parce que là, c'est très bien, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réflexion derrière. Ça reste très factuel, c'est descriptif. Mais pour un magazine comme le vôtre, eh ben, je pense que ce serait plus intéressant de pousser on n'avait pas cette place, on a fait déjà comme oui, je comprends, non, mais c'est déjà très bien. Là, déjà, c'est pas facile. Nous, on a voulu déjà raconter à nos lecteurs un phénomène dont ils n'étaient pas forcément au courant. C'est ça. C'est le premier pas. Après, pour un Français, je pense, la Chine et toute son exubérance, à mon avis, c'est Shanghai. C'est les lumières, la transformation de la ville, le Bund qui est toujours là. Vous avez utilisé le mot Respin. Je ne pense pas que Shanghai soit Respin. Ah non, je n'ai pas dit Respin. Si, vous avez dit. Dans le dossier. Oui, dans le dossier Respin. Non, je comprends, c'est très journalistique. C'était une petite provocation. Ça m'a fait rire. Oui, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à Shanghai. Ouais. Et puis, je pense, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, vous allez peut-être pouvoir me répondre, mais je pense qu'à Shanghai, il y avait en plus l'idée de surpasser Manhattan, d'être la ville où tout peut arriver. C'est encore le cas. Je crois que c'est là où il y a une tour qui mesure combien de mètres d'altitude, enfin l'une des plus hautes du monde. Et ben, il y a eu un papier titré on peut dormir à Shanghai sur la plus haute tour du monde. Bon. Voilà. Tous ces rêves un peu fous. Un peu fous. Alors j'ai encore une dernière question sur cette deuxième partie. En Chine, on sait que le PIB par habitant est d'un peu plus de 10 000 dollars par an, contre plus de 40 000 dollars en France. Mais comment expliquez-vous dans ce cas-là, quand on met ces 2 chiffres l'un à côté de l'autre, comment expliquez-vous la frénésie d'achat des Chinois? Est-ce que c'est spécifique à la Chine, ce phénomène?
Il y a aussi, je pense, encore maintenant, il y a deux Chines. Hein. Il y a une Chine, la nouvelle Chine, enfin cette Chine très urbaine, et puis une Chine de la campagne, je ne sais pas comment l'appeler, mais une Chine plus rurale, qui n'a pas du tout, qui ne vit pas du tout de la même manière. Enfin, donc c'est juste un constat, mais il y a encore une grande disparité. D'ailleurs, je pense que c'est une préoccupation aussi des autorités à Pékin. Il y a ça, en fait, cette grande disparité encore entre urbains et ruraux, avec une grande différence encore de grandes disparités dans le mode de vie et dans le pouvoir d'achat. Et puis, il y a un autre problème qu'il faut aussi évoquer, c'est quand même la population aussi, hein, et la démographie chinoise. Ça, c'est un grand souci, puisque une population très vieillissante. Enfin, je pense que ça se voit partout, enfin, pas partout dans le monde, mais en Europe, on le voit aussi, dans certains pays comme l'Allemagne, où on a une population qui vieillit. Au Japon aussi. Au Japon aussi. Et donc, on ne fait pas assez d'enfants en Chine. Là aussi, les autorités ont décidé de prendre des mesures plus incitatives. C'est complètement à l'opposé de ce qui se passait en 1979, lorsqu'ils avaient commencé à... de la politique de l'enfant unique, où là maintenant on va vous encourager à 3 enfants par couple. Avec un petit peu, on peut penser un peu à la France et ses allocations familiales, où on vous incite à faire des enfants. Voilà, je pense que c'est effectivement, tout va se jouer là entre ces deux Chines, je pense, une Chine très urbaine et plus riche, et peut-être plus jeune aussi. Il faut bien insister là-dessus, parce que tout se joue sur cette nouvelle tranche de population qui change beaucoup la donne aussi en matière d'habitudes de consommation. Et puis le fait de faire aussi que le reste de la Chine maintenant rentre aussi dans cette même... je ne pense pas que la Chine et sa population de plus d'1 milliard d'habitants rentrent tout d'un coup dans le niveau des classes moyennes, mais voilà.